Alors, 1163, la date dans Paris. Imaginez un passant qui se promène en 1163 dans Paris, qui entend des coups réguliers, des bruits saccadés. C'est un chantier. Un chantier, il y découvre 3 tailleurs de pierre. Le premier, il taille des blocs un peu grossiers. Sur son visage, on lit de la résignation. Le second tailleur de pierre, il semble plus appliqué. Il taille des blocs de pierre réguliers, des beaux pavés. Le troisième tailleur est tout entier absorbé dans sa tâche. Chacun des blocs qu'il taille est une œuvre d'art. Le passant les interroge. « Mais que fais-tu » demande-t-il au premier tailleur de pierre. « Je purge ma peine. » Même question au second tailleur de pierre. « Moi, je taille des pierres pour nourrir ma famille. » Le troisième tailleur de pierre répond à cette même question. « Je participe à la construction de la cathédrale de Notre-Dame. » Cette métaphore souligne l'importance du sens de l'engagement et du plaisir au travail. Notre prochain conférencier, Pierre Morkens, fondateur de l'Institut international de neurocognitivisme, va nous proposer de comprendre comment les circuits neuronaux fixent les motivations profondes dans notre cerveau et permettent un engagement durable dans la sérénité. On accueille Pierre Morkens sous vos applaudissements. Merci. Voilà, bonjour à tous et à toutes. J'ai le plaisir d'être là. Cette fois-ci, cette année-ci, je vais vous parler des motivations profondes. Tout à l'heure, on a parlé des talents. Nous avons tous des talents précoces. Et je vais vous en faire découvrir un petit peu toute l'origine scientifique d'abord, mais surtout qu'en faire. Et donc, qui suis-je ? Je suis en fait un chef d'entreprise. J'ai créé une quinzaine d'entreprises dans ma vie. Et une de mes passions, c'est lorsque j'ai repris les usines de Renault-Villevorde, cette fermeture brutale où 3100 personnes ont été congédiées le jour au lendemain, où j'ai redonné vie à cette usine en recréant des centaines et des centaines d'emplois en 32 mois, justement m'intéressant au talent de chacun. Et en fait, depuis 1990, j'ai financé la recherche de Jacques Fradin avec son équipe sur l'ensemble de ses connaissances. Et donc, je les ai appliquées au fur et à mesure dans mes entreprises. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très pointu, une recherche qui existe depuis maintenant 25 ans pour définir profondément comment se forment en vous, les motivations profondes, les motivations intrinsèques. Alors, elle se forme dans l'arrière du cerveau, le côté limbique. Ça fait partie de ce qu'on appelle nos connaissances, nos savoirs, nos savoir-faire. C'est là aussi que se stockent nos émotions, nos vécus, mais aussi nos motivations. Motivations profondes dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout à l'heure, j'animerai un atelier l'après-midi à 13h45 sur la bascule, la différence entre les modes tout à fait automatiques et les modes adaptatifs avec un véritable exercice pour ceux que ça intéresse. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les motivations. Nous avons tous des motivations, ok ? Vous rentrez d'une journée harassante, la plus mauvaise journée de votre année, vous rentrez le soir chez vous. Que faites-vous pour vous ressourcer ? Alors, il y en a un qui va enfiler ses baskets, ok, et il va essayer de dépasser les 10 km en moins de temps que la veille. Ça le passionne. Le deuxième va prendre un bain mousse, un jacuzzi. Le troisième va se plonger dans un roman. Le quatrième va peut-être aller jouer avec ses enfants, ok, parce qu'il adore ce jeu. Un quatrième va peut-être se planqué dans son garage pour faire du bricolage, et le dernier va peut-être vous dire « Ce soir, c'est moi qui fais la cuisine. » Il adore faire ça. Ok, chacun de nous avons ce qu'on appelle des motivations profondes que nous devons découvrir, redécouvrir parfois et mettre en avant pour faire
pour vivre notre vie, mais aussi dans notre travail. Et c'est pour ça qu'il est important qu'un manager, un chef d'entreprise, un chef d'atelier, peu importe, découvre en chacun ses pépites, ses motivations profondes. Alors, quelles sont-elles ? Il y a ce qu'on appelle les motivations intrinsèques, je vais vous en parler. Il y a les motivations extrinsèques et des motivations, des hyper-motivations émotionnelles qui sont parfois nocives. Je vais vous faire faire la découverte de l'ensemble de ces recherches sur ce sujet. Alors, quelle est la différence entre des motivations intrinsèques et extrinsèques ? Ça paraît assez simple. Intrinsèque, ça veut dire que ça fait partie de vous. Ça fait partie de vos connexions neuronales. C'est quelque chose qui s'est construit dans la petite enfance. On va voir pourquoi tout à l'heure. C'est ce qui vous permet d'avoir des étoiles dans les yeux. Vous êtes avec quelqu'un en discussion. Lorsque vous touchez ces profondes motivations intérieures dans votre discours, vous voyez son visage changer. Vous voyez des étoiles dans les yeux. Et là, vous touchez au plus profond, au cœur même de ces motivations profondes. Les motivations intrinsèques sont celles que nous apprennent la vie, nos valeurs, les parents, l'éducation. Et on donne des valeurs à tout ça. Ce sont aussi des moteurs. La seule chose, c'est qu'elles ont besoin toujours un peu d'énergie, un peu d'apport extérieur, de reconnaissance, de résultats. Alors, prenons un exemple. On est vendredi soir et je dis à tous mes copains, à tout le monde, ce soir, moi, demain et après-demain, je vais mettre de l'ordre dans ma bibliothèque, ok ? J'ai 600 bouquins, j'achète 4 livres par mois et je les tasse dans ma bibliothèque au fur et à mesure et j'ai la motivation d'arranger et de réorganiser le tout. 5 types de motivations. La première, en bleu, c'est les motivations intrinsèques. J'adore mettre de l'ordre. J'adore faire ça et j'adore classer. Ça fait partie de ma nature, que ce soit dans mon garage, dans ma bibliothèque. Je vais donc prendre tous les bouquins, je les mets au sol, je les range, la philosophie, la géographie, les romans, etc. Et puis je remets tout en ordre. Et dimanche soir, je me rends compte que je me suis un peu planté. Ok, j'aurais dû mettre les romans là-bas, il n'y a pas assez de place pour. Chic, je refais la chose le week-end prochain, ça me motive. Ça, c'est ce qu'on appelle des motivations intrinsèques. C'est ce qu'on adore faire, peu importe les résultats. Deuxième type de motivation, on rentre dans le jaune. Moi, l'ordre, c'est une motivation parce que c'est une valeur chez moi. Je me rappelle, nous étions 6 enfants dans la famille. Nous avions une maison avec un grand couloir. Chacun avait sa chambre. Et au bout de la chambre, il y avait une gigantesque bonnetière de 2,75 m en chêne, très large, où ma mère stockait les draps, les essuies, etc. Et de temps à autre, elle montait sur un petit escalier, un petit escabeau, pour faire l'inventaire. Moi, j'avais 7 ans et je disais, maman, mais que fais-tu là ? Ah, je fais l'inventaire. L'inventaire, ça veut dire quoi ? Je compte, etc. Et du haut de son escalier, elle me disait toujours, j'ai entendu 250 fois le message, tu sais Pierre, l'ordre mène à Dieu. Ok. C'est un message que j'ai reçu, c'est pas ma nature première, c'est une valeur extrinsèque qui petit à petit m'a nourri et voilà, mettre de l'ordre de temps à autre, ça m'intéresse, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais le faire, c'est ce qu'on appelle une valeur intrinsèque et extrinsèque qui est un moteur lorsque c'est nécessaire. Troisième moteur possible, c'est au fond, face à l'ordre, moi je suis en extase, quoi. J'idéalise l'ordre de ma bibliothèque. Mais le lendemain, il fait beau comme aujourd'hui, et j'ai dit à mon épouse, on va à la mer. Vous savez, c'est ce qu'on reporte à chaque fois. Hein. Et on le fait pas, on le fait jamais, parce qu'au fond, c'est pas dans notre moteur. Troisième, quatrième, c'est pas l'ordre qui m'intéresse, c'est le désordre qui m'intéresse. Et alors là, ça me coûte, parce que si dimanche soir, tout n'est pas en ordre, je vais tirer la tête pendant toute une semaine parce que je dois remettre de l'ordre dimanche prochain. Et donc là, je suis dans une antivaleur. C'est d'ailleurs ce qu'on va travailler cet après-midi dans mon atelier. Comment se débarrasser, comment déconstruire des réseaux neuronaux qui nous bloquent à chaque fois, qui nous mettent en stress, que ce soit un stress de lutte, de fuite, d'inhibition, d'agacement, de démotivation ou
de peur ou de panique. Et le cinquième, on va le voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les motivations inconditionnelles, c'est-à-dire que je suis un inconditionnel de l'ordre, mais j'ai envie qu'on me reconnaisse pour tel. Je vais inviter mes amis pour voir ma bibliothèque. J'ai envie que mon épouse me dise tous les jours, tu sais, ta bibliothèque, elle est bien en ordre. Et quand je vois un livre qui dépasse, tout de suite, je me rue dessus pour remettre de l'ordre dessus. Je suis en hyper-investissement émotionnel. Alors, en 2 mots, comment se forment les motivations intrinsèques? C'est tout un aspect de la biologie qui est tout à fait important aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle le mécanisme de l'empreinte. Donc, Edelman, qui est un prix Nobel, Changeux, qui est un grand spécialiste français de la chose, eh bien, ont étudié ces phénomènes. Comment tout ça se passe biologiquement dans le cerveau? On sait que dans notre cerveau, on a 100 milliards de neurones, qu'on a à peu près 1 million de milliards de connexions. Eh bien, le bébé, par neurone, n'a pas simplement 10 000 connexions, il en a 100 000 à la naissance. Mais 90% de ces possibilités de connexion disparaissent. Disparaissent avec quoi? Par le simple fait qu'ils ne sont pas utilisés. Or, l'utilisation de ces connexions vont petit à petit créer une empreinte du plaisir. Du plaisir. C'est ce qu'on appelle le tempérament en psychologie, et en philosophie, en biologie, on appelle ça le mécanisme de l'empreinte. Alors, comment tout ça se produit? Et vos motivations profondes, essayez de les redécouvrir, essayez de penser ce qui vous passionnait quand vous étiez petit. C'est là qu'on peut les redécouvrir. On va voir comment. Ces motivations intrinsèques ne sont pas génétiques. Ce n'est pas une question de parents. On peut avoir 3 enfants très différents avec des motivations totalement différentes. Donc ce n'est nullement génétique. Ce n'est pas non plus la culture et l'éducation. Vous êtes tout petit, non, vous êtes là, curieux de voir le monde. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire c'est préculturel à notre éducation. Comment tout ça se forme dans le cerveau? Un enfant, il est particulièrement, pour prendre un langage connu de tous, il est à la base reptilien. Il a des bases tout à fait naturelles de besoins physiques, physiologiques et autres. Il est donc dans l'état instinctif. Et je prends un seul exemple, parce que nous vivons tous des milliers d'émotions dans notre enfance. Il a un besoin de manger. Ok, c'est naturel. Alors, il peut être dans 4 états de l'instinct. Le calme, la fuite, la lutte ou l'inhibition. Mais peu importe dans quel état il est, au moment où il reçoit à manger, qu'il soit dans le calme, voilà, il est là, il n'a au fond pas besoin de manger. Et vous lui donnez à manger. Et la maman va vous dire, moi, le mien, il met une demi-heure pour finir son biberon. Et l'autre qui vous dit, moi, c'est un glouton, il lui faut 3 minutes. Quelle est la différence? Mais c'est le plaisir qu'il en a. Et c'est ça qui est important. Donc, lorsqu'il est dans le calme, il va prendre tout son temps. Et cette satisfaction de prendre son temps, de faire les choses, va s'inscrire dans son cerveau comme un des tempéraments possibles. S'il passe en fuite, il commence à avoir le besoin, il le manifeste, il bouge un peu, il fait un petit cri, peu importe, et on lui redonne à manger. Donc la fuite, le besoin de bouger, le besoin du mouvement, va gérer une satisfaction, et ça va petit à petit s'inscrire, comme vous le voyez, dans le mode limbique, comme étant des situations idéalisées. Et c'est là que vont se former des neurones, des circuits neuronaux du plaisir. La même chose dans la lutte, parce qu'il commence à crier, se manifester, ou l'inhibition, où il commence à mettre son petit doigt dans la bouche, il attend, bon, ok. Mais tout ça, c'est positif. Donc il n'y a rien de négatif dans la chose, parce qu'au fur et à mesure, s'inscrivent dans nos réseaux neuronaux des types de tempéraments. Alors, la seule différence par rapport à tout ce qui se dit souvent, c'est qu'on n'est pas l'un ou l'autre. On est un mixte de plusieurs tempéraments à des degrés divers. Et c'est cela qui est intéressant. C'est la richesse humaine, c'est aussi de pouvoir découvrir en chacun, en nous-mêmes d'abord, les plaisirs, ce qui nous distingue de l'autre. Et c'est là, en fait, la notion de la différence. Comment sommes-nous? Comment est l'autre? Et activer chez l'autre ses passions, ses désirs, savoir lui parler le langage de ses tempéraments à lui est d'une richesse incroyable.
comparable quand on fait du management, quand on fait de l'éducation des enfants, quand on s'occupe de son conjoint, de soi-même. Découvrir ses richesses, c'est une véritable source, un trésor de bonheur. Si je vous en parle, c'est pour vous dire qu'on peut être un peu de tout. Alors, je vous donne juste un exemple, un peu caricatural forcément. On va voir la différence entre un stratège et un philosophe. Le stratège, bon, poussé à l'extrême, c'est quelqu'un qui aime l'harmonie, la beauté. Lorsqu'il est manager, il aime bien aller ensemble dans les équipes pour gagner, pour aller ensemble vers un but, un objectif. Le philosophe, c'est plutôt... Voilà, l'épicurien, celui qui aime prendre son temps il aime la nature, les grands espaces. Et voyons l'un et l'autre à partir de deux images. Le premier, c'est le stratège. Il va au restaurant, voilà l'assiette qui lui plaît. Voilà, c'est beau, c'est harmonieux, c'est délicieux. Rien que le fait de voir l'harmonie de l'assiette lui donne déjà le plaisir. Il aime voilà, la culture, il aime les beaux espaces, etc. Alors que le philosophe, celui qui vraiment aime les grands espaces, on le voit à table, voilà ce qu'il aime. Hein. Il aime voilà, la table du chef, là, vous savez, faite sur mesure. Et on peut être les deux. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre, on peut être les deux, on peut être que l'un, que l'autre, ou aucun des deux. Peut-être une toute autre façon de voir les choses. Il aime voilà, tout ce qui est la santé, ses vacances, il va les passer dans un lodge dans la nature, même s'il y a des moustiques, ça ne le dérange pas, alors que l'autre choisira des beaux hôtels où il y a un service, il y a toute une accommodation qui lui est apportée. Une troisième façon de voir les choses, c'est entre le philosophe, l'animateur et le stratège. Ils sont tous les trois assis l'un à côté de l'autre et on est au festival de jazz de Vienne. Comment voit-il chacun la scène? Alors, on va les voir, et les voilà. Le stratège, lui, il aime l'harmonie du décor. Tout est beau, tout est merveilleux, c'est bien pensé. Il est absorbé par la beauté du décor. Le philosophe, il a déjà les yeux dans les étoiles. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le ciel, l'espace, ce beau ciel avec des couleurs différentes, alors que l'animateur est fixé sur le bruit, ce qui s'y passe. Il est en harmonie avec l'espace lui-même en tant qu'animateur. Et on peut être les trois. On peut être l'un ou l'autre. Donc, pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que et on va faire la grande différence entre les trois. Le premier, c'est les motivations durables. J'en ai parlé longuement. C'est l'énergie, c'est des passions que nous avons et qui nous donnent la joie de faire, même si on n'a pas de reconnaissance, même si on n'a pas le résultat, on fait et on refait. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle les motivations conditionnelles, où là, il est important d'avoir de l'encouragement. Il est important d'avoir des résultats. Il est aussi, ça fait plaisir d'avoir de la reconnaissance. C'est un besoin qui va alimenter le moteur. Et lorsqu'il n'y a rien de tout cela, à terme, on abandonne. À terme, on se dit, je vais peut-être changer de chose, je vais faire autrement. Et pourquoi je vous en parle de cela? Parce que nous sommes tous aussi animés par nos motivations secondaires, nos motivations conditionnelles, et c'est bien aussi. La seule chose, c'est lorsqu'on les pousse à l'extrême, et là je parle, moi qui suis un homme du Nord, je suis belge, j'en parle parce que je donne 130 conférences par an en France, et je remarque que la troisième dimension, celle de l'hyper-investissement émotionnel, qui est en fait des motivations secondaires, des motivations, je dirais, conditionnelles qu'on a poussées à l'extrême, entraîne beaucoup de souffrance. Alors, pourquoi j'en parle? Parce que c'est quoi l'hyper-investissement émotionnel? C'est ce que nous faisons et qu'on refait pour être dans la perfection, être dans, je dirais, on le fait, on se donne à fond jusqu'à l'épuisement professionnel, jusqu'au burn-out à la limite. Et cela, ça nécessite, ce sont des gens qui ont besoin d'une reconnaissance à leurs propres yeux, aux yeux de la famille, du patron, peu importe. Et si je vous en parle, c'est parce que précisément en France, il y a quand même, j'ai remarqué, deux choses importantes. En France, l'échec n'est pas permis.
C'est dramatique parce que c'est une culture qu'il faut absolument changer. Et comme l'échec n'est pas permis, il y a un hyper-investissement pour ne pas être en échec. Et donc on fait, on refait, on recalcule. Il faut absolument, absolument être parfait. Et cette perfection entraîne quoi ? Ce qu'on appelle l'hyper-investissement émotionnel, avec des tendances obsessionnelles de faire les choses, des addictions comportementales. Et nous avons fait une étude en 2011, une étude internationale sur le Canada, la Suisse, la Belgique et la France. Et la France est recordman dans la chose. Ça touche aujourd'hui, à des degrés divers, entendons-nous bien, 40% des salariés qui ont un peu, beaucoup ou énormément d'hyper-investissement émotionnel. Comment les reconnaît-on ? Un intense désir de réussir, une peur excessive d'échouer. Faire plus qu'il n'en faut alors qu'on n'en a pas besoin. Toujours plus, aller jusque dans les détails des détails. Autre, un sentiment de déception, de frustration, lorsque les résultats sont bons et même reconnus. C'est jamais assez bien. Vous allez sûrement reconnaître des personnages autour de vous, peut-être vous-même. Et c'est là qu'il faut faire attention à soi pour redécouvrir ses motivations intrinsèques, parce que ça peut entraîner le burn-out, l'amertume, toutes sortes de choses qui nous arrivent là dans les secondes qui viennent. Et du jour au lendemain, quelqu'un qui était super motivé se retrouve en burn-out. Et donc, nous avons un outil pour cela, qui s'appelle le VIP2A, qu'on a créé il y a maintenant 25 ans, qui est à sa 6e version, et qui permet aujourd'hui à chacun de retrouver, de comprendre qui il est. La connaissance de soi, c'est vraiment l'essentiel à découvrir pour soi-même. Il y a donc plusieurs... nous mesurons essentiellement ce qu'on appelle les motivations durables, c'est-à-dire la stabilité d'une motivation. De quoi est-elle faite ? Et si vous voulez en savoir plus, très simplement, je vous invite, nous donnons partout, dans les grandes villes de France, des séances de 3 heures pour découvrir l'ensemble de ces recherches, l'ensemble de ce qu'on peut en faire. Et à Nantes, ça se passe une fois par mois. Il suffit de demander à Cyril Chrétien, qui anime ces réunions, de recevoir une invitation. C'est gratuit, c'est 3 heures de passion. Merci à vous. Bravo Pierre, merci. Comme d'habitude, bravo, sur un timing parfait. On va recueillir les émotions, ressentis, réflexions du public avec l'application Klaxoon. On se connecte. Le code, le clic sur la boîte rose. Alors, qu'est-ce que ça vous a évoqué tout ça ? Qu'est-ce que ça a mis en mouvement chez vous, cette réflexion sur les motivations ? Est-ce que vous êtes reconnu sur des profils ? Oui, c'est là qu'il faut aider. C'est ça, la prise de conscience. Les gens autour de soi, soi-même. La santé, sa santé à soi, la santé des autres. Des petits mots qui arrivent. En tout cas, merci à vous tous. Les chiens noirs du Mexique qui dorment Et ceux qui sont intéressés pour faire des bascules mentales, c'est cet après-midi. Exactement, 13h45 sous les nefs, il y aura un atelier avec... Bon travail. Ouais, ça va bosser dur. Ouais. Ça sera sûrement très riche. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit nuage de mots éclairants ? Je crois que ça l'était, ouais. C'était le but de donner un peu la... Alors, il y a de tout, du apaisant, convaincu, convaincu, de l'envie, de la motivation. Super, c'est ça que j'ai vu passer quelque part, ça bouge tout le temps, c'est pas évident. C'était super, ouais. Se connaître, oui. Tu veux réagir par rapport à certains des mots qui sont là ? Sans avoir regardé. Je les adore tous. Tu les adores tous ? Le plaisir, du concret. Ouais, là, il est au cœur, le plaisir. Concret dans les entreprises. Oui, Ouais. dans les entreprises, pour soi, pour la famille, pour les enfants. Découvrir les motivations profondes de ces enfants, c'est extraordinaire. Et Moi, ouais. mes 3 petits-enfants sont tous les 3 différents. Et les éduquer différemment, c'est passionnant. Adapter pour les enfants, adapter le management à la diversité, à chacun. Voilà. Exactement. Merci beaucoup à vous Merci. pour ces retours. Merci à toi Pierre pour cette magnifique conférence.